Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Amélie de Brabander, je suis la présidente de l'association AMO, Architecture et Maître d'ouvrage. Donc, je suis aux côtés de... Philippe Rémignon. Voilà. Je me présente, je suis le président de l'association Lille Design. Et donc, nous sommes les deux représentants des co-organisateurs de cette 4e grande leçon du design. Alors évidemment, on est particulièrement heureux de vous retrouver nombreux ce soir. On vous avait quitté il y a 18 mois avec Nathalie Crassé au même endroit. Et puis Samir Rio, on l'attendait depuis déjà quelques mois. Donc on est vraiment très très heureux de pouvoir organiser cette 4e leçon de design aujourd'hui. Je vais commencer en tout cas par remercier nos partenaires aussi de cet événement de ce soir. Alors tout d'abord, la ville de Lille qui nous a permis d'organiser donc cette manifestation au Tripostal, les équipes du Tripostal évidemment. Lille 3000 qui nous a ouvert les portes de l'Expo Color. J'espère que vous avez pu en profiter pour ceux qui sont arrivés un peu plus tôt. Et puis Philippe, tu voulais remercier... Moi je voulais remercier Momentum parce qu'en particulier c'est eux qui nous ont prêté le mobilier, ce qui nous permet évidemment de toujours avoir une scène design. C'est important pour Lille Design quand même. Et puis donc voilà, on va vous expliquer mais en 2 petites minutes comment va se dérouler la soirée, puisqu'on va laisser tout de suite la place à Céline Savoie, la directrice de Lille Design, qui va présenter Samir Rio, qui ensuite aura donc 3 quarts d'heure environ pour nous présenter un petit peu son travail. Vous verrez, c'est un travail extrêmement riche à la fois de recherche, de designer, d'ébéniste de formation à la base. Enfin voilà, je laisserai Céline vous présenter un petit peu le profil de Samy, mais en tout cas, il nous semblait que à l'heure où, dans nos métiers respectifs, les questions de l'urgence climatique sont quand même devenues particulièrement prégnantes et où tout le monde s'interroge avec des ambitions différentes sur les questions de démarche bas carbone, de matériaux biosourcés, de biodiversité, etc. Vous verrez que les travaux que mène Samy sont extrêmement inspirants dans le cadre des réflexions que nous menons aujourd'hui. Alors Philippe et moi sommes également maîtres d'ouvrage. Et je pense que voilà, toutes et tous ici, vous aurez certainement à retirer des choses extrêmement riches de cette conférence de ce soir. Alors pourquoi est-ce qu'on a organisé ces grandes leçons de design puisque c'est la 4e? C'est parce que vous le savez, en 2017, Lille a été choisie pour être capitale mondiale de design en 2020. Et donc c'était aussi une façon, petit à petit, à travers effectivement quelques grandes conférences, de participer à cette meilleure connaissance du travail des designers. On a pris évidemment des grands designers, pas seulement par la taille, mais aussi par le renom, et puis aussi parce qu'ils ont accepté de nous livrer un peu le secret de leur façon d'être créatifs, et puis ce qu'est exactement le design. Donc le premier, c'était il y a déjà évidemment 4 ans, c'était Ronan Bourlec, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque quelques-uns étaient là. La deuxième, ça a été Inga Sampé. Le 3e, c'était effectivement Nathalie Crassé. La 3e, c'était il y a 18 mois. On faisait ça plutôt en début d'année. Bon, la crise sanitaire nous a forcé effectivement à remettre celle de Samir Rio, qui était prévue initialement en janvier, à aujourd'hui, le 1er juillet. On a juste 6 mois de retard. Et en fait, donc entre-temps, le phénomène capitale mondiale du design pour la métropole lilloise a eu lieu, alors dans des conditions un peu réduites, un peu restreintes, mais malgré tout, c'est ce qu'on a pu mesurer avec le président de l'AMEL, le président Castelin. Il y a beaucoup d'impact de l'extérieur sur la transformation de l'image de la métropole lilloise et de Lille en particulier. Donc on va continuer à déployer en fait cette meilleure connaissance de la capacité du design à accélérer la transformation de nos entreprises, de nos territoires et évidemment de la métropole lilloise. Faut quand même pas oublier que la métropole lilloise a pris un Chief Design Officer, Luther Kennom, qui est maintenant embauché à la MEL et qui travaille en particulier sur la mise en place du design sur les grands boulevards, enfin entre autres. Donc ce sont des impacts très très forts pour renforcer toujours et encore l'attractivité de notre territoire, la métropole de Lille, la région des Hauts-de-France. Voilà pourquoi nous avions créé, et la chance c'est qu'effectivement avec AMO, l'association AMO, dont je vais dire 2-3 mots. Voilà. Si
nous partagions un certain nombre j'allais dire, d'objectifs, renforcer toujours et encore l'attractivité. Et effectivement, je te laisse la parole pour expliquer qui est AMO. Non, mais je sais que tu aimes parler, Philippe, t'inquiète pas. Juste, AMO, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de jeunes étudiants, notamment ici dans la salle. Donc AMO, donc une association des Hauts-de-France qui réunit des architectes, donc c'est 115 adhérents, des architectes, à peu près 50 architectes dans l'association, des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études, des partenaires industriels, des entreprises, qui finalement cherchent à promouvoir au sein de notre territoire, un peu dans le même esprit que ce que décrivait à l'instant Philippe, la question de la qualité architecturale. Et donc, évidemment, alors, à travers des visites, des voyages, des conférences, des réflexions diverses et variées que nous menons au sein d'AMO. Et donc, c'est vrai que la collaboration aujourd'hui avec l'e-design, depuis quelques années déjà, nous paraît extrêmement pertinente parce que les interactions, évidemment, entre le design et puis les enjeux de cette qualité architecturale au sens très large, au sens aussi de l'usage, des valeurs d'usage, des valeurs environnementales, etc., est vraiment au cœur de nos priorités et de nos enjeux. Voilà, donc on est effectivement très heureux de pouvoir poursuivre cette collaboration et je pense qu'on va laisser peut-être... la parole au designer. Voilà, Céline, on va céder la place à Céline et à Samy. Merci et bonne soirée. Merci Amélie et Philippe. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Alors, quelques éléments biographiques de Samy Rio pour mieux comprendre son parcours. Comme le disait Amélie, Samy est diplômé de l'ENSI, les ateliers, donc, à Paris, en 2014, après des études d'ébénisterie. Il remporte ensuite le Grand Prix Design Parade de la Villa Noailles, à Hyères, en 2015. Et ce prix l'a beaucoup médiatisé. Il a obtenu ensuite différentes bourses d'études, de résidence, et également qui lui permettront d'approcher, de pratiquer différentes techniques comme le verre et la céramique, on le verra au cours de sa présentation. Et puis il expérimente, il recherche en cours de résidence à la Villa Kujoyama au Japon, où il passe quelques mois en 2019, puis il file en Arles, où il rejoint les ateliers Luma, c'était en 2019 également, et là aussi donc en tant que designer-chercheur. Entre-temps, il livre la scénographie et le co-commissariat de l'exposition Louvre Design que nous avons donc coproduite avec le Louvre-Lens. Ça, c'était en 2020. Samy, tu enseignes à Camando, tu enseignes le design à l'école Camando Méditerranée à Toulon. Ça, c'était il y a un an, tu as démarré il y a un an. J'ai démarré en même temps que l'école, qui est une toute jeune école. C'est vrai, qui a ouvert il y a un an, en effet. Et tu es directeur de projet de diplôme à l'ENSI. Ça aussi, tu as démarré il y a un an. Tu es édité par des éditeurs tels que la Galerie Créo, Petite Friture ou le Condren Shop. On peut citer également le Cirva. On peut citer également il y avait un autre. La Cité de la céramique de Sèvres. La céramique de Sèvres, voilà. Et puis les éditions Pli ont récemment publié une monographie concernant ta recherche. C'est un vrai succès puisque dès sa sortie, quelques semaines plus tard, c'était déjà en rupture de stock. C'est parce qu'il y avait très peu d'exemplaires. Toujours dit qu'on te voit beaucoup maintenant dans les revues spécialisées, mais les revues aussi grand public, où tu es désigné comme étant la relève du design français, avec un aspect plutôt singulier qui est un vrai engagement éthique et écologique. Et donc on est heureux de t'accueillir et je te laisse présenter ta démarche design. Merci à toi. Merci. Bonsoir à tous. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde qui ne sont pas des vignettes Zoom et c'est assez plaisant. Je ne sais pas si ça va être une grande leçon de design parce que passer après Ronan, Inga et Matali, disons que ça va être une humble conférence et ce sera déjà bien. Donc rentrons dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous présenter l'intégralité de mon travail parce que vous avez tous d'autres choses à faire et moi aussi, mais on va essayer d'axer sur la partie recherche qui est la partie qui est la plus liée à l'écologie, au développement durable et à la politique territoriale d'économie circulaire que j'essaie de mettre en place à chaque fois que j'initie ou qu'on me commande un projet.
La recherche, qui est aussi le titre de l'ouvrage dont Céline vient de parler, qui s'appelle Future Proof, avec un point d'interrogation évidemment, parce que je n'ai pas la réponse, qu'on pourrait traduire en français par à l'épreuve du futur, qui est cette question de savoir si une pratique du design ou la pratique de la création aujourd'hui est viable face aux enjeux qui sont les nôtres et auxquels on va tous être confrontés malheureusement plus vite que prévu vu le dernier rapport du GIEC, et de se poser la question en tant que dessinateur industriel, artisan, mon métier est de faire qu'il y ait plus d'objets sur Terre. Donc, a priori, si je voulais aller au bout de ma démarche écologique, j'arrêterais. Mais comme c'est pas mon intention non plus, j'essaie de trouver un entre-deux où ce que je produis, en tout cas la manière dont je le produis et surtout les personnes avec qui je les produis, font en sorte que ça puisse être une pratique qui soit à l'épreuve du futur. En tout cas, je l'espère, mais je suis pas prêt en tout cas d'enlever ce point d'interrogation. Le point de départ de toute cette recherche, c'est un matériau qui est une plante avant tout, avant même d'être un matériau, qui est le bambou. Le bambou, en fait, a été une entrée en matière pour moi sur la question du développement durable lors de mon projet de diplôme à l'ENSI Les Ateliers à Paris. Comme Céline l'a rapidement évoqué, j'ai fait 4 ans d'ébénisterie avant de faire de la création industrielle. Et en fait, ce matériau a été un petit peu le moyen pour moi de joindre et de faire se chevaucher l'artisanat et l'industrie, qui étaient mes deux pratiques initiales, et cette porosité qui est quelque chose que j'entretiens encore beaucoup aujourd'hui. Et le bambou, en fait, justement, me permet de questionner ça sur des notions d'échelle, des notions de territoire et d'objet. C'est une plante qui est présente sur l'entièreté du globe, plutôt dans l'hémisphère sud, sur laquelle il y a des traditions séculaires en Asie, beaucoup en Chine, au Japon, mais sur tout le continent asiatique, et en Amérique du Sud, beaucoup en architecture. C'est un matériau qui est très utilisé en artisanat sur l'objet, sur l'architecture, sur les échafaudages. C'est une ressource alimentaire aussi qui est très importante. Mais d'un point de vue industriel, aujourd'hui, c'est récolté, refendu et recomposé comme un lamellé-collé ou un contreplaqué, parce que l'industrie telle qu'elle a été pensée lorsqu'on a transformé notre artisanat en industrie, notamment sur la filière bois, ne sait pas s'adapter d'un matériau rond et d'un matériau qui a de légères déformations ou défauts. Et du coup, cette canne de bois géante qui a des propriétés similaires à l'acier, à l'aluminium, et qui est un tube qui peut mesurer jusqu'à 20 mètres avec 10 ou 15 cm de diamètre, qui pousse en 6 ans contre une forêt de chêne en 50 ans. Le seul moyen qu'on a aujourd'hui, c'est de le réduire en petits morceaux et de le recoller pour faire des planches carrées qu'on met à l'arrière de nos commodes Ikea, ou même à l'avant aujourd'hui pour faire du greenwashing. Donc la question que je me suis posée, après avoir fait quand même une énorme phase de recherche bibliographique sur le bambou et les traditions dans lesquelles il est convoqué dans différents pays, c'était est-ce que ce tube naturel aux propriétés écologiques, techniques et aussi esthétiques assez formidables pouvait être considéré comme un semi-produit industriel, et est-ce que fort de traditions hyper ancrées, mais grâce à des nouveaux modes de production et d'outils, on pouvait pousser sa précision et sa qualité pour non pas qu'ils viennent se substituer à des matériaux, parce que au début on m'a beaucoup demandé, mais est-ce que le bambou, avec sa grande disponibilité et toutes les propriétés qu'il a, est-ce qu'il pourrait venir remplacer le plastique ? Alors déjà, je ne sais pas, et je ne pense pas qu'il faille remplacer le plastique. On parle beaucoup aujourd'hui, d'un point de vue développement durable et écologie, de substituer des matériaux à d'autres, de remplacer des matériaux, d'enlever le plastique de la circulation. Le point de départ aussi de tout ça, et je l'expose maintenant, je ne crois pas du tout qu'il y ait de mauvais matériaux. Il n'y a que des mauvais usages, en fait. Le plastique, c'est absolument pas problématique si vous faites un scanner IRM qui dure 50 ans qui est entièrement fait en plastique injecté, parce que c'est le seul moyen d'avoir une telle précision. Il n'y a aucun souci. Par contre, évidemment, si vous faites un sac jetable
qui dure 1000 ans mais qui a une durée de vie de 20 minutes, il y a un problème. Mais si on trouvait un moyen, que ce soit avec des algues, de la terre, des feuilles, du bambou, quel que soit l'autre matériau biosourcé, si vous trouvez le moyen de remplacer des sacs plastiques par des sacs en bambou avec la même typologie d'usage, c'est-à-dire de le jeter tout de suite, on créerait des nouveaux problèmes et on ferait face à des nouveaux problèmes dans 20 ans. Donc je ne crois pas que le substitut soit la bonne manière d'appréhender la transition écologique, c'est plutôt la complémentarité et surtout le changement d'échelle et de compréhension de ce qu'est l'industrie. Et du coup, c'est là où j'en arrive sur la question des outils. Le départ de ce projet, ça a été avant tout de dessiner un outil qui n'a rien de particulier, c'est une fraiseuse 4 axes, mais qui sont des briques industrielles en fait, assemblées ensemble pour pouvoir usiner le bambou de manière extrêmement précise, mais faire en sorte que l'artisan ou l'opérateur ait toujours accès aux matériaux pour le comprendre et pour éviter que les chaînes de production soient découpées en de multiples phases. C'est une 3D que vous avez là, c'est pas du tout un outil que j'ai fabriqué, c'est un outil que j'ai conçu comme un outil mental pour pouvoir expérimenter ensuite et me dire ça c'est adressable à tel ou tel secteur industriel et ça ne l'est pas. Parce que l'autre notion qui est importante d'établir, je pense, c'est vous allez m'entendre dire industrie beaucoup trop de fois, je pense, ce soir. Donc je préfère dire ce que j'entends derrière le mot. Pour moi, l'industrie, c'est pas du tout la possibilité ultime de produire de manière infinie. Ça, c'est sa dérive la plus tragique. Pour moi, l'industrie, et c'était son but au départ, c'est la possibilité d'avoir plus de précision, plus de qualité et plus de quantité et de même savoir-faire au sein d'une structure. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié pour créer l'usine, l'aliénation qu'on lui connaît pour les travailleurs, mais et surtout aussi le fait qu'on oublie que la quantité est quelque chose à laquelle on est réduit et soumis quand il s'agit de matériaux et d'objets. Donc cette machine qui se veut plutôt à l'échelle de la manufacture, pas à celle de l'atelier de l'artisan, plus à celle de l'usine, mais à celle de cet ancien modèle auquel j'attache beaucoup d'importance, qui est la manufacture, m'a permis en fait de simplement, si le besoin se faisait sentir, de venir rectifier, comme vous pouvez le voir à l'écran, la partie haute du bambou, de venir enlever en fait quelques millimètres, voire moins d'un millimètre, pour en faire un tube parfaitement rond. À partir du moment où ce tube qui a peu de déformation déjà quand il pousse dans la nature devient parfaitement rond, il peut être accosté, assemblé et composé de nouveaux matériaux ou d'autres objets avec d'autres semi-produits industriels et du coup venir enrichir un catalogue d'une filière bois déjà existante. En termes de précision, avec la machine qui est là et les différents essais que j'ai pu faire, on arrive jusqu'à déposer des circuits imprimés, fraiser de la visserie fonctionnelle et donc aussi implémenter d'autres formes à nouveau de précision, mais aussi de possibilités techniques et mécaniques que le matériau n'a pas s'il est travaillé de manière trop artisanale. Donc tout ça a commencé par une phase d'expérimentation sur à peu près 6 mois, autour déjà d'appréhender de manière manuelle la matière, ensuite de me projeter sur ce qu'elle pouvait devenir en termes esthétiques, techniques, mais sans dessiner d'objets. C'est-à-dire que j'étais en atelier, je manipulais tout ça, j'essayais de la couleur, j'essayais de l'assemblage, du cintrage, de la découpe, mais je me créais un catalogue sans pour autant penser à des objets pour éviter de surdéfinir dès le début des choses et pour essayer vraiment de garder cet aspect carte blanche que je pouvais avoir avec le matériau. Donc fort de cette phase de recherche et d'expérimentation, j'ai établi une forme de catalogue, comme un catalogue de quincaillerie très personnel, un espèce de cahier des possibles dans lequel moi je pouvais revenir piocher des éléments, les combiner entre eux pour enfin commencer à imaginer des objets et surtout des secteurs d'application auxquels adresser le matériau de la manière la plus pertinente possible.
Quand s'est posé la question, parce qu'il fallait sortir de l'école à un moment donné, donc s'est posé la question de faire des objets, parce que je ne pouvais pas sortir qu'avec des morceaux de choses, j'ai choisi la catégorie du petit électroménager, des petits objets électroniques. Déjà parce qu'il y avait quelque chose d'assez inattendu à produire cette typologie d'objets avec un matériau naturel, mais aussi parce qu'on sait que c'est une des plus polluantes aujourd'hui en termes de production. C'est là qu'on produit les objets les plus bas de gamme et les plus cheap. C'est là aussi que l'obsolescence programmée est la plus répandue. Et au-delà de l'obsolescence programmée, je pense et pas à tort, mais les bureaux d'études ou les personnes qui dessinent et qui pensent ces objets les pensent pas pour qu'ils soient compréhensibles par l'usager. C'est-à-dire que j'ai déjà démonté 1 ou 2 sèche-cheveux, même une dizaine, on va dire, pour l'exercice et pour comprendre. Et les démonter, c'est facile. Les remonter, je me suis toujours retrouvé avec des composants dans les mains dont je ne savais pas où était leur place. Et surtout, les clips de plastique, quand on n'injecte pas la bonne épaisseur pour faire des économies au gramme près, se cassent. Les objets ne sont plus verrouillés. Plus verrouillé veut dire plus de garantie. Et en fait, on se rend très vite compte que le remplacement prime sur la réparation et sur la recyclabilité. Donc si je vous mets ici un sèche-cheveux démonté, c'est évidemment pas pour rien, c'est pour un effet de transition sur la première gamme d'objets qui était donc des sèche-cheveux en bambou, donc qui étaient des objets qui sont manifestes, qui sont des prototypes fonctionnels évidemment, mais qui ne sont pas entrés en production, du moins pas encore, mais qui étaient là pour poser la question de différentes choses. C'est déjà pourquoi d'office de se dire on a un sèche-cheveux en bois, c'est problématique, alors qu'un sèche-cheveux c'est une résistance à un ventilateur, c'est 70 degrés la chaleur qui sort, et le bambou comme un autre bois ont aucun problème à résister à cette chaleur-là, et surtout de l'utiliser comme de prendre le fait que ce soit ce profil rond de tube, ça me permettait aussi de repenser l'architecture intérieure des objets, l'agencement des composants, et de pousser et de rendre beaucoup plus accrue cette notion de démontabilité, de réparabilité que je souhaitais appliquer. Donc ce sèche-cheveux n'est pas 100% en bambou, il est en caoutchouc et en bambou. La machine aussi proposée pour réduire la chaîne de production, les informations, les normes, la marque, ce que vous voulez, est directement gravée sur le matériau, ce qui permet déjà d'avoir une chaîne plus courte, c'est-à-dire qu'on usine, on perce, mais on donne aussi l'information sur la même machine et donc dans un même espace, et on évite peinture, stickers et autres choses superflues sur un tel objet. Sur le fonctionnement, donc c'est poignée pliante on/off, donc il n'y a pas de bouton, c'est vraiment par le fonctionnement mécanique que l'usage est induit. Et enfin, la partie noire, donc vous voyez à l'arrière, fonctionne un peu comme un bloc moteur. C'est une pièce de caoutchouc moulée sur lequel en fait sont fixés le ventilateur, la résistance et l'arrivée électrique. Et c'est cette pièce en fait qui vient être clippée et vissée à l'intérieur du bambou qui permet ensuite d'être démontée pour justement venir être réparée, ou dans le pire des cas, le bambou peut être directement composté là où ces pièces-là partent dans une filière de recyclage plus longue. Donc l'idée c'était vraiment de pousser et en tout cas d'appréhender la technicité de ces produits-là en démontant plein, en comprenant au mieux leur fonctionnalité et de voir comment est-ce qu'ils pouvaient être reconsidérés. Le deuxième objet, c'était une série de petites enceintes Bluetooth, des enceintes qu'on a, je pense, quasiment tous aujourd'hui, qui sont sur batterie. L'idée de ces objets, c'est de fonctionner exactement de la même manière, même cycle de production, mais avec d'autres usages. Ici, le caoutchouc est toujours présent, c'est lui qui apporte la couleur, que ce soit le blanc ou le bleu. Et en fait, c'est une technique industrielle qui était très intéressante parce que très low-tech, c'est la technique qui s'appelle du dipping. C'est comme ça qu'on fabrique les gants en latex. Si vous voulez voir comment c'est fait, c'est assez fascinant. Il y a des vidéos sur YouTube. Vous avez plein de mains en aluminium alignées sur un rack qui descendent dans un bain de latex froid et qui remontent. Et en fait, c'est comme ça que sont créés les gants de médecine. Donc, c'est par gravité. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de chauffage, rien. C'est vraiment le plus low-tech possible. Et c'est
hyper efficace. Et de travailler avec le caoutchouc, ici à nouveau, ça me permettait de faire à la fois l'assemblage et la finition d'une seule étape. C'est-à-dire que le bambou est donc coupé, vous avez le deuxième tronçon qui vient créer l'angle, et c'est trempé ensuite à l'envers dans un bain de caoutchouc, ce qui fait à la fois la couleur et la finition. À nouveau, ce système de bloc moteur avec la batterie, la carte mère et le connecteur qui sont juste plugués à l'arrière du bambou, qui peuvent être démontés de manière très fluide. Et la question de la gravure ici, qui n'est plus là pour une question de normes, de marque ou d'information, mais pour devenir une interface. À nouveau, le constat était un petit peu que sur ces objets, cette typologie, on avait souvent un écran qui n'était pas utile, des boutons, des LED, des témoins lumineux qui n'étaient pas forcément utiles. L'idée, là, c'était de recréer un touchscreen directement sur le bois, sur le bambou, pour aussi ramener quelque chose d'un petit peu sensible avec le matériau. Et en fait, c'est bête comme chose, c'est-à-dire qu'il y a une feuille de cuivre qui est plaquée à l'intérieur. L'électricité naturelle de notre corps, quand on touche le bambou, est connectée à la feuille de cuivre, qui est donc un signal électrique qui est ensuite transformé en information et qui permet de faire un écran tactile et que chaque bouton ait une fonction directement sur le matériau. À nouveau, l'agencement intérieur est entièrement repensé autour du profil rond du matériau, que j'utilise comme excuse en fait vraiment pour accroître la réparabilité et la démontabilité des objets. Donc c'est avec ce projet que j'ai été diplômé de l'ENSI et que j'ai gagné le Grand Prix de la Ville à Noailles en 2015, ce qui m'a ouvert les portes de beaucoup d'autres résidences ensuite pour continuer à travailler sur le bambou, dont une l'année suivante en 2016 où j'ai été accueilli à Taïwan au NTCRI, qui est le National Taiwan Craft Research and Investigation Institute. Je ne crois pas qu'ils aient pu faire plus court. Et en fait, c'est un centre qui a été créé par le gouvernement dans les années 80, au moment où les États-Unis ont mis des frégates en mer de Chine et ont dit au gouvernement taïwanais, si vous voulez qu'on vous protège d'une invasion chinoise, vous devenez le grenier électronique des États-Unis et vous fabriquez nos disques durs et nos ordinateurs. Ça a provoqué un énorme exode rural. Toutes les campagnes ont été abandonnées. Les Taïwanais sont partis dans les grosses villes pour travailler à l'usine, délaissant en fait beaucoup d'artisanat de très haute qualité, dont celui du bambou. Et ce centre, qui est au milieu de la jungle, au centre de l'île, invite donc depuis une trentaine d'années maintenant, toute l'année, des artistes et des designers taïwanais ou étrangers à venir travailler avec des artisans locaux qui sont spécialement payés par le gouvernement pour ça. Et donc quand ils ont eu vent du travail que je faisais autour du bambou, j'ai eu la chance d'être invité là-bas pour une résidence de 2 mois. Ce que j'ai découvert là-bas, c'est le travail de la vannerie du bambou, qui est un énième état possible du matériau que je ne connaissais pas. Comme vous avez pu le voir précédemment, je m'étais vraiment concentré sur le tube, qui est donc son état naturel, donc le moins transformé par rapport à quand on le récolte. Eux ont une technique pour le séparer jusqu'à avoir ces très fines lanières et l'utiliser en vannerie pour des ustensiles de cuisine, de stockage, de décoration. Donc c'est vraiment un usage très très large, avec énormément de savoir-faire différents et surtout une richesse de motifs et de couleurs possibles qui est assez impressionnante. L'idée donc c'était de collaborer ensemble autour d'à la fois moi ce que j'avais compris et appris en travaillant seul, d'apprendre d'eux, mais surtout d'échanger et notamment même s'il y avait un interprète de français à chinois, la barrière de la langue se fait toujours sentir, alors qu'en fait le fait de travailler le même matériau, il n'y avait pas de meilleur moyen de communiquer ensemble et de faire passer une idée. Et ce qui était assez drôle, c'est que eux se font passer le savoir-faire de père en fils ou de mère en fils, qui est quelque chose de très commun en Asie. Il y en a certains qui étaient 10e génération de vanniers en bambou. Donc la tradition pour eux est quelque chose qui est ancré, et quand quelque chose est efficace, il n'y a aucune raison de le faire évoluer. Et par exemple, pour des questions de cintrage du bois, ils l'ont toujours fait au chalumeau, ou au feu, à la bougie avant, mais ils se retrouvent avec des zones brûlées que même en ponçant, ils n'arrivent pas à pas brûler.
Et du coup, quand ils m'ont vu mettre un morceau de bambou dans un micro-ondes, ils ont cru que j'étais en train de devenir fou, et ils se sont juste rendus compte qu'en fait, le micro-ondes chauffe les particules d'eau, le bambou est poreux de manière linéaire uniquement dans un sens, donc si vous l'immergez dans l'eau, que vous mettez dans un micro-ondes une latte de bambou extrêmement dure, vous mettez 30 secondes, vous ressortez un chewing-gum avec lequel vous pouvez faire un nœud, et sur lequel il n'y aura pas de brûlure, et qu'en trempant dans l'eau, vous retrouvez quelque chose d'extrêmement rigide. Et c'est autour de techniques comme ça et d'échanges que s'est déroulée la résidence et que nous avons abouti aux objets. En l'occurrence, une série de lanternes fabriquées donc à partir de tubes de bambou et à partir de pièces de vannerie. Donc là, en fait, l'idée, c'était d'à nouveau continuer sur une simplification des objets techniques et esthétiques, de faire ensemble que, de fait, déjà 100% en bambou, c'était un petit peu le but de la résidence, mais surtout de faire en sorte que tout soit mécaniquement très facile à assembler et à désassembler sur un objet à la fois léger et robuste. Donc voilà l'objet final qui convoque différentes techniques pour créer la lampe, ou donc là voilà allumée. C'est simplement un ruban un anneau de LED en fait qui est fixé en haut et qui diffuse la lumière. Et la poignée, elle, est donc une seule et même pièce de bambou découpée, cintrée et recollée de l'autre côté, qui vient créer cette zone de préhension. Donc ça, c'était plutôt les choses liées aux travaux que moi j'avais fait précédemment en France, que j'ai combiné avec leur savoir-faire autour de la vannerie. Deuxième expérience 3 ans plus tard, au Japon cette fois, à la Villa Kujoyama, qui est l'équivalent de la Villa Médicis à Kyoto. Donc j'ai eu la chance d'y passer 4 mois en 2019 pour à nouveau rencontrer des artisans, des industriels et des spécialistes du bambou pour voir quelle était leur vision traditionnelle, apprendre avec eux, me former aussi aux techniques pour pouvoir être autonome le plus possible dans mes recherches personnelles en France. Et là, au Japon, parce que c'est un pays qui m'intéresse beaucoup pour son rapport à la tradition et à la modernité, c'est-à-dire que c'est un pays qui techniquement est ultra en avance, mais qui, parce qu'il est restreint sur une île, fait extrêmement attention à son environnement naturel et fait extrêmement attention à ses ressources. Donc ça a été 4 mois qui ont été très, très riches de rencontres et d'apprentissages, et où il y a eu à nouveau en fait ces croisements de personnes qui voient le bambou dans leur quotidien depuis qu'ils sont nés, et leur père et leur grand-père. Et quand ils voient arriver un gaijin, donc un étranger, ils se posent la question de déjà pourquoi il y a du bambou en France, et ensuite qu'est-ce qui vient nous raconter. Mais malgré tout, ça finit toujours par passer, et il y a des collaborations qui sont encore en cours malgré le fait que je sois en France avec les artisans japonais. Alors, vous allez voir, je fais beaucoup de lampes. À nouveau une lampe qui est un petit peu l'opposé de la précédente lanterne, même si on y retrouve des similarités, dans le sens où la lanterne qui a été faite à Taïwan a été produite en 12 exemplaires, vendus, et impossible d'en faire plus, enfin ce serait possible, mais impossible d'en faire plus à l'époque, parce que le NTCRI, le centre, est une association à but non lucratif, donc ils ne pouvaient pas promouvoir de la vente. On a réussi à faire passer quelque chose avec une galerie, mais surtout parce que les artisans, qui sont des trésors nationaux avec lesquels j'avais travaillé, ne sont pas du tout intéressés par la production en série. Tout ce qui les intéresse, c'est de la pièce unique et de passer à autre chose. Donc c'était quelque chose que moi je voulais relier à l'industrie, ou du moins à la production artisanale de petites séries, et que eux ne voyaient que sur la pièce unique. Je sais que la notion de trésor national est aussi présente au Japon, donc je ne voulais pas répéter la même erreur et essayer de vraiment ancrer quelque chose dans une idée de production sérielle. Et donc cette lampe est très simplifiée, avec un deuxième matériau qui est le verre soufflé. Donc il y a une petite lampe sur batterie qui, elle, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui est le Conran Shop à Londres, qui lance sa première gamme d'objets édités 100% axés sur les matériaux naturels et le développement durable, qui édite cette lampe. Donc elle sera, après 2 ans de développement, ça a été assez long, parce que eux, ils n'étaient pas habitués à travailler avec le bambou, comme on le fait venir en Europe, les normes, etc.
Donc eux m'ont beaucoup aidé dans ce travail, notamment dans la gestion de la production, de trouver des entreprises qui soient aussi labellisées de la même manière que nous on labellise nos filières bois. Il fallait trouver une filière bambou qui soit propre pour faire ça. Mais voilà, c'est le premier objet qui sort produit en une série. Je crois qu'on commence avec 500 exemplaires renouvelables ensuite. Donc voilà un des résultats de la résidence au Japon. Et une deuxième, beaucoup plus petite lampe, qui elle est 100% en bambou, c'est-à-dire que le tube noir que vous voyez, qui est le pied, c'est un morceau de bambou d'une autre espèce qui est noir. Et la partie en vannerie, elle vient à nouveau diffuser la lumière. Et celle-là, pour le coup, c'est une lampe que je fais qui est très facile à faire et que je fais en autoproduction aujourd'hui en France. C'est-à-dire que c'est moi qui la fabrique et qui la vend. Il n'y a pas de raison particulière, ça c'est pas parce qu'on me l'a refusé en édition, c'est parce qu'en fait il y avait une certaine forme, enfin il y a toujours une forme de plaisir à faire les choses soi-même, mais là il y avait une évidence sur un objet aussi simple, à ce que moi j'ai du stock et que je puisse, voilà, la plupart du temps on m'en commande 10 pour un hôtel ou pour un restaurant et je coupe, j'assemble et ensuite je livre, et le fait d'être en direct permet aussi de se soustraire à beaucoup de contraintes sur l'édition, parce que l'autoproduction permet de vendre ces objets en tant qu'œuvre d'art. Alors, pire appellation pour une lampe, mais du coup, c'est ce qui permet en fait de subsister sur ce cheminement-là de l'autoproduction. Pendant le séjour au Japon, je m'étais aussi posé la question du bambou, non plus en tant que fin, c'est-à-dire qu'il soit plus forcément l'objet, qu'il soit plus forcément l'esthétique et la technique définitive qui me permettent de créer l'objet, mais qui puisse être là en tant qu'outil, que moyen ou que moment au cours d'un projet. Et j'ai eu la chance de travailler à Osaka pendant très peu de temps, c'était 2 ou 3 jours je crois, travail à froid compris, donc c'est vraiment très court, avec des souffleurs de verre pour souffler des pièces dans des moules en bambou et voir un petit peu le résultat qui pouvait en découler. Donc on a sorti une série de pièces qui sont des vases, des contenants, enfin qui sont des pièces que je définis pas forcément, mais qui sont une première ébauche en fait de pousser le matériau dans des choses très terre à terre, c'est-à-dire que c'est un petit peu le premier réflexe du designer hein, quand on arrive dans un atelier de soufflage de verre, c'est de prendre le premier truc qu'il y a autour, de souffler du verre dedans et de voir comment la texture s'imprime, comment la forme sort et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et du coup là c'était l'occasion aussi de travailler de cette manière-là avec des gens qui sont familiers du soufflage de verre, mais aussi il s'est avéré que leur atelier était quasiment au milieu d'une bambouserie et du coup c'était drôle de voir qu'ils n'avaient jamais eu l'idée de souffler dans du bambou et qu'ils l'utilisaient plutôt pour caler les machines ou les fours de fusion. Et du coup, on a fait une collaboration comme ça de quelques pièces qui ont été vendues ensuite directement là-bas. Mais je recommence cette série pour en faire en France. Et du coup, je fais une petite parenthèse sur le soufflage de verre, simplement pour une question d'esthétique, mais qui est quelque chose que j'ai réalisé, en tout cas que quelqu'un m'a fait réaliser assez récemment. Donc j'ai eu la chance en France de faire une résidence au CIRVA à Marseille, qui est le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, qui est une institution d'État qui est hyper intéressante pour de la recherche plastique ou technique, parce qu'en fait on peut rester des semaines entières à l'intérieur du centre. Il y a un petit studio, on dort là et on est en continu avec 3 souffleurs qui travaillent pour vous et avec vous. Et en fait ça faisait partie du prix de la Villa Noailles d'avoir 1 an de résidence là-bas. Et c'est là-bas que j'ai du coup commencé c'était avant la session à Kyoto, c'est là-bas que j'ai commencé à travailler avec le matériau. Et en même temps, j'avais cette résidence à la Cité de la Céramique de Sèvres et j'ai fait collaborer les céramistes et les souffleurs de verre ensemble, alors qu'ils étaient à 800 km de distance,
En a résulté ce vase qui est disponible en différentes couleurs et il me semble qu'il y a un autre modèle qui assemble en fait la coupelle blanche que vous voyez qui est en porcelaine et la partie rouge qui elle est en verre. L'idée c'était en fait de rendre hommage au savoir-faire d'exception de ces deux maisons, parce que ce qui m'a été demandé c'était de faire un vase et de faire à peu près plutôt un beau vase ou en tout cas un vase qui représente quelle était mon écriture en tant que designer. Et quand on m'a confronté à ça, je me suis rendu compte que j'avais un blocage ou en tout cas un problème à me dire en fait qu'est-ce que ça veut dire de dessiner quelque chose de beau. Je me considérais pas comme formaliste et je considérais aussi à l'époque que le designer devait plutôt être anonyme et au service des techniques ou des collaborateurs avec lesquels il travaille. Et c'est le seul moyen que j'ai eu de me mettre à dessiner, c'était de faire collaborer ces deux entités avec lesquelles je travaillais en même temps autour d'un objet. Le dessin a entièrement découlé de ça, c'est-à-dire des assemblages des formes entre elles. Et l'idée, c'était de montrer que, travaillant à 800 km de distance, ils étaient capables à la main, il n'y a aucune pièce moulée, là, tout est fabriqué à la main, et qu'ils étaient capables de faire une pièce qui est assemblée avec ces deux clés en bois que vous voyez sur le côté, de faire des pièces qui s'accordent au dixième de millimètre, alors qu'elles sont faites à la main sur une série de 12 vases. C'est moi qui confectionnais les pièces en bois, qui venaient tout assembler. Et oui, je crois que la plus grosse erreur que j'ai vue, c'est 5 dixièmes de millimètre entre la pièce en porcelaine et la pièce en verre. Donc l'idée, c'était aussi de donner un aspect esthétique qui est l'air industriel, mais qui en fait est entièrement fait à la main. Et si j'ai fait cette parenthèse du coup sur ce projet-là, c'est parce que donc on m'a fait me rendre compte récemment que même quand je travaillais pas avec le bambou, je faisais systématiquement des tubes. Voilà, donc maintenant j'essaie de vivre avec. Retour sur le tube. Une petite série d'objets qui sont la partie recherche et un petit peu expérimentation que je mène en France avec un lieu qui s'appelle la Bambouserie, qui est dans le sud des Cévennes, qui est un parc botanique qui va fêter ses 200 ans bientôt, je pense, qui est un lieu assez unique parce que c'est un des seuls endroits en France et en Europe où il y a du bambou géant qui pousse. Donc c'est un lieu qu'on peut visiter, c'est un parc botanique, c'est assez beau et assez impressionnant, et ils ont une filière pépinière où donc ils font pousser la plante, ils la sèchent et ils la commercialisent verte ou sèche. Donc je collabore avec eux depuis le diplôme à peu près. Et là, il y a 2 projets de bancs que je vais vous montrer qui sont un peu la résultante de la suite des résidences au Japon et à Taïwan, où j'ai fait face à beaucoup de sophistication avec les artisans, beaucoup de choses très précises, très belles et assez complexes. Et j'ai eu aussi envie, pour continuer à manipuler le matériau et à voir à quelle typologie d'objets et de fonctions il pouvait être adressé, de quasiment pas le transformer, c'est-à-dire de le couper, de le sécher et d'avoir l'objet directement. Donc en fait c'est un banc d'appoint, hein, je vous rassure, il n'est pas fait pour passer 2 heures dessus, en tout cas je ne conseille pas. C'est un banc d'appoint qui en fait est un seul tube de bambou géant avec 3 tubes de bambou plus conventionnels qui font les pieds. Il y a un ancrage avec une tige métallique et un petit plot en béton qui est fait dans le sol, et c'est un banc d'appoint qu'on a disposé un petit peu à l'essai le long d'espace pour qu'ils indiquent une zone à regarder ou un point de vue ou quelque chose, et qui soit juste un appel à venir s'asseoir quelques minutes pour contempler. Et surtout, voilà, l'idée c'était d'avoir le minimum d'intervention sur le matériau, de continuer à le considérer comme un semi-produit et un profilé tubulaire, mais sans venir le modifier. Le deuxième banc, lui, est fait exactement sur la même idée. C'est simplement une variation où c'est des sangles pour le coup qui créent l'assemblage, et l'idée c'était de profiter du fait qu'il soit creux pour venir cacher tout le système d'attache à l'intérieur des tubes,
pour pouvoir ensuite venir l'assembler et que les sangles puissent être réajustés s'ils venaient à se déformer ou si les sangles venaient à se détendre dans les saisons. De la même manière, c'est un objet qui est ancré au sol, qui est fixe et qui peut être démonté ou changé assez rapidement. Alors ça, c'est un des derniers, enfin un des projets les plus récents qui a été fait. Avec un ébéniste qui vit et travaille à Paris, qui est l'ébéniste de la Galerie Créo, donc qui est amené par les demandes des artistes et des designers avec lesquels la galerie travaille à expérimenter sur le bois. Et du coup, c'est une personne avec qui j'ai travaillé depuis plusieurs années et je lui ai proposé, il y a 2 ans, 1 an et demi, je crois, de savoir si lui, il était prêt à mettre du temps pour expérimenter autour du bambou avec moi, parce qu'il a une fraiseuse à commande numérique 5 axes qui fait 1,5 fois l'estrade sur laquelle on est, donc qui permet des possibilités assez dingues. Et lui a vraiment cette espèce de dualité de savoir-faire entre étant un très très bon opérateur numérique et à la fois un ébéniste manuel absolument brillant. Et je l'ai sollicité en fait sur ces deux qualités qui sont les siennes et qui sont en fait la porosité sur laquelle moi je m'échine à travailler dans tous les projets que je produis. Et l'idée, c'était de travailler sur cet assemblage qui s'appelle une gueule de loup, qui est un assemblage utilisé dans l'architecture, surtout en Amérique du Sud, pour assembler des superstructures et des architectures en bambou entre elles. Dans l'architecture, c'est pas un assemblage auquel on demande de la précision, on lui demande beaucoup de fonctionnalité. Là, l'idée, c'était de le transposer sur des usages domestiques et justement d'aller vers beaucoup plus de précision. Donc l'idée, c'était de combiner le façonnage numérique des pièces avec une finition manuelle et aussi de travailler pour une fois la couleur autre que le bambou naturel et d'avoir un travail autour de la laque. En est ressorti une série de luminaires, de lampes à suspendre, sur lesquels en fait il y a cet assemblage qui est reproduit, mais qui est reproduit avec une telle perfection par le savoir-faire de Thomas, qui est cet ébéniste, qu'on est là pour le coup à centième de millimètre sur l'assemblage. Voilà la version laquée, et du coup il n'y a aucune lumière qui jaillit en fait de l'assemblage, et tout ça est vraiment juste avec 2 vis sur le dessus à l'intérieur du demi-tube fait à la perfection. Et l'idée, c'est à nouveau d'avoir une typologie assez simple, un dessin qui suive ce qu'offre le matériau, de pas chercher à le tordre ou à le pousser dans des formes, mais plutôt de le prendre comme un médium d'inspiration à la fois technique et esthétique. Donc ça a été aussi un projet hyper intéressant, comme une espèce d'auto-résidence qu'on s'est offert tous les deux, parce qu'on savait qu'on avait j'ai présenté les lampes on a fait un prototype, j'ai présenté à des clients, on a eu la chance d'avoir une commande ensuite pour un hôtel avec une deadline assez qui nous permettait un petit peu d'expérimenter, et voilà, on en a encore quelques-unes en cours. Et l'idée sur les nouvelles versions, c'est aussi comme on travaille avec des disques de LED qu'on fait faire sur mesure avec la qualité de lumière, la puissance lumineuse qu'on souhaite, c'était de venir faire en sorte que les spots puissent être décalables et que comme la LED permet du bas voltage, de rendre la connexion magnétique avec des barrettes de laiton qui seraient incrustées dans la partie horizontale du bambou, et de pouvoir déplacer les spots à volonté pour pouvoir orienter la lumière. Je ne savais pas quelle était la L. C'est une petite version à poser qu'on a fait aussi dans la foulée, avec un contrepoint en marbre à l'arrière, parce que le bambou est très léger, donc l'objet avait tendance à tomber. Donc on a pris un cylindre, un carottage de marbre qu'on a trouvé dans les chutes d'un marbrier qui était à côté, à travers lequel passe le fil pour faire l'assemblage de la lampe. Et enfin, on va arrêter un petit peu avec le bambou, quoique je pense qu'il doit y en avoir encore un peu. En rentrant du Japon, donc en 2019,
j'ai intégré une résidence à l'Atelier Luma, qui est un laboratoire de recherche en design au sein de la Fondation Luma à Arles, fondation qui a ouvert le week-end dernier, qui était en travaux depuis une dizaine d'années et qui a ouvert le week-end dernier. Mais le laboratoire dans lequel j'étais en résidence, lui, était ouvert. C'est un laboratoire en fait qui avait pour but de s'ancrer sur un territoire, de faire l'analyse du maillage social, économique, culturel, matériel de ce territoire, de voir ce qui était en désuétude, ce qui pouvait être délaissé, ce qui pouvait être revalorisé, pour créer des filières ultra locales de développement avec des chantiers d'insertion, des travailleurs sociaux, des industries, des laboratoires. Et tout ça était financé par Maya Hoffman, qui est la créatrice de la Fondation Luma et qui du coup était la mécène de l'atelier. Et donc quand ils m'ont appelé pour qu'on travaille ensemble, ils connaissaient mon projet, tous mes projets autour de la recherche sur le bambou, et m'ont proposé de m'intéresser à la problématique des plantes exotiques envahissantes de manière générale, dont le bambou fait partie, mais qui est une infime partie par rapport au reste. Donc les plantes exotiques envahissantes, c'est une problématique sanitaire assez indicible, voire invisible pour le grand public, puisque si vous passez devant un rond-point où vous avez ces très beaux plumeaux blancs en plein milieu dans le sud de la France, ça s'appelle de l'herbe de la Pampa. C'est une des pires catastrophes sanitaires pour la biosphère du sud de la France, et c'est nous qui l'avons créé parce qu'on trouvait ça beau sur les ronds-points. L'idée de cette anecdote, c'est en fait une plante exotique, elle prend son caractère envahissante à partir du moment où elle quitte son milieu exotique, et du coup ça n'a pu arriver que par l'intervention de l'homme, parce qu'une plante qui pousse de manière endémique en Malaisie peut pas se retrouver sur le pourtour méditerranéen toute seule. Donc en fait c'est un problème qui a été créé accidentellement ou par manque de connaissances il y a plusieurs siècles par les humains. Et aujourd'hui c'est des plantes et des animaux, je me cantonne aux plantes, et c'est déjà il y a déjà beaucoup à faire. C'est un problème qu'on s'est infligé et qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre complètement et qu'on a du mal à résoudre, parce que avant même de commencer à se poser la question du matériau et du design, il faut se poser la question de l'agroforesterie, de la botanique, de l'agriculture, de voir où elles poussent, pourquoi elles poussent, est-ce qu'elles sont vraiment dommageables pour la biosphère dans laquelle elles s'établissent et qu'elles colonisent, ou est-ce qu'elles peuvent s'adapter. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est qu'elles sont le témoin de nos activités, de la mondialisation, mais elles sont aussi le témoin des changements climatiques, parce que là où les plantes endémiques commencent à pâtir des changements climatiques, elles qui viennent de milieux tropicaux et qui ont absolument aucun souci à grandir et à se développer dans des milieux très rudes, se sont parfaitement adaptées sur les climats occidentaux et continentaux. L'idée de ce projet, c'était d'étudier ces plantes, évidemment, d'en prendre connaissance, de les étudier et de se placer comme un maillon de la chaîne, parce qu'aujourd'hui, c'est un programme qui est régi par l'Europe, qui s'appelle le programme LIFE, et l'idée, c'est pas l'idée, c'est la seule chose qui est à faire pour éviter que ça se propage trop vite, c'est d'arracher et de détruire sur place, de surtout pas transporter. Donc on détruit et on brûle, et on peut même pas les composter, parce que sinon elles vont reprendre dans un compost et créer d'autres envahissements. Donc l'idée, c'était d'analyser les zones dans lesquelles elles poussent, que ce soit les zones sauvages, les parcs nationaux, les parcs régionaux, les zones périurbaines, les friches industrielles, les zones agraires aussi. D'essayer de créer une première étape de circularité qui nous permettrait à la fois une analyse de comment les plantes fonctionnent et de comment elles peuvent être transformées, et de se dire, en fait, on a un gisement de matière première potentielle qui est là, qui est détruit. On n'a pas de souci à faire des allers-retours tous les jours en Guyane pour faire venir de l'acajou. Par contre, on a un jardin tropical sous les yeux, mais on passe notre temps à le détruire parce que il agresse les espèces endémiques. Donc il y a quelque chose de xénophobe assez hard quand on y pense, dans la manière dont on considère ces plantes. L'idée, donc, c'était simplement de se dire, si on considère qu'il y a un gisement de matière première sur un territoire, déjà le fait qu'on ait interdiction de les déplacer, ça veut dire que l'économie circulaire, elle est à la genèse même du projet, elle est induite, ce qui est déjà hyper intéressant. Mais de se dire aussi, si on commence à envisager un projet de revalorisation des plantes exotiques envahissantes,
Qu'est-ce que ça implique sur les acteurs locaux, que ce soit les agriculteurs, les gestionnaires du territoire, les agents des parcs naturels, et comment tout le monde prend part à ce projet. Donc il y a à nouveau une phase d'expérimentation assez artisanale que j'ai menée au sein de l'atelier, mais qui se menait en parallèle avec une phase de caractérisation et d'extraction au niveau microscopique et moléculaire des plantes pour voir si on pouvait en tirer de la couleur, potentiellement un vernis, une colle ou autre. Et ça, c'était hyper riche de plus être seul, pour une fois, d'être accompagné au sein d'une structure et d'avoir aussi beaucoup d'autres corps de métier et beaucoup de partenaires engagés dans ce projet, parce que c'est toujours ça qui est paradoxal de présenter le travail d'une personne en étant seul sur scène, mais dans tous les projets que je vous présente, et en particulier celui-là, le designer est un maillon d'une chaîne, est un connecteur entre des machines et des matériaux, et surtout des personnes et des territoires. Mais je suis évidemment jamais seul, sauf au moment où je dessine, mais la plupart du temps je suis jamais seul. Il y a toujours une myriade d'autres savoir-faire qui sont là sur les différents projets, et en particulier sur celui-là qui implique des choses philosophiques, politiques et territoriales qui sont assez passionnante, mais assez tentaculaire aussi. Donc est jailli de cette première phase 3 types de matériaux qui sont, à nouveau, je vous parlais de la question de la substitution des matériaux en début de conférence, qui eux viennent s'ajouter au catalogue de la filière bois locale de la Camargue, des Calanques et des Cévennes. Donc ils sont un panneau alvéolaire, un panneau de particules et du plaquage, et qui viennent se combiner ensemble pour créer un panel de matériaux aux propriétés à la fois techniques et à la fois esthétiques assez, très, très intéressantes, qu'on n'aurait pas soupçonnées au début sur ces plantes. Et qui nous ont permis en fait au début de créer des petites séries d'objets domestiques avec simplement des petites étagères ou des plateaux, et ensuite de passer à une plus grande échelle, notamment sur cette constitution d'une structure alvéolaire, donc un matériau en nid d'abeille, qui est aujourd'hui quelque chose qu'on fait en aluminium ou en carton ou en plastique. Et donc c'est une plante qui s'appelle la renouée du Japon, qui est présente absolument sur tout le territoire français, qui appauvrit et acidifie les sols. En fait, c'est pour ça qu'elle est arrachée. Et on s'est rendu compte que en hiver, elle avait un caractère qui permettait de créer ces structures alvéolaires. Et je vais revenir un peu en arrière, alors qu'en été, elle permet de créer un plaquage et d'avoir cet état-là. Et c'est reposer la question de la saisonnalité et aussi de la manière dont on aborde les matériaux et les objets qui sont construits avec, et de la manière dont on consomme. Je parlais de l'échelle aussi en début de conférence. C'est sur ce projet que j'en ai pris conscience, c'est de se dire, si on veut une table en chêne, on estime qu'on peut l'acheter en septembre ou en avril, on aura la même couleur de chêne, le même vernis, et on veut l'avoir le plus vite possible. Travailler avec ces plantes qui sont saisonnières et qui se renouvellent tout au long de l'année et qui sont en fleurs en été et qui sont en veille ou du moins mortes en hiver, déjà ça offre un panel de possibilités techniques assez fou quand on prend le temps de les analyser, mais surtout ça permet aussi de se poser la question sur si on a besoin d'une table, est-ce qu'on peut attendre 4 mois pour avoir une table, ou est-ce qu'on veut une table tout de suite? Et du coup de se dire, les matériaux biosourcés, les matériaux durables, oui, mais si on ne change pas nos modes de consommation et d'appréhension de ces matériaux-là, on va recréer à nouveau des problèmes. Donc c'est bien qu'ils entrent dans nos vies, c'est bien qu'on en parle beaucoup, c'est bien qu'ils viennent s'ajouter au catalogue de matériaux déjà existants, mais il faut aussi qu'on soit moins dans ce truc illimité de schéma de consommation et de production aussi. C'est-à-dire que pour le moment, on produit à échelle artisanale ces objets, mais qui sont... il faut avoir une échelle raisonnée, une balance un petit peu plus équilibrée. Et donc je reviens sur la structure alvéolaire qui m'a permis de... Voilà, là, cette image, je l'aime assez, parce que le fagot que vous avez au sol, c'est la renouée du Japon en hiver, et celle qui est sur pied, c'était au printemps dernier.
Et donc c'est avec celle qui est sur pied, on récupère les feuilles avec lesquelles on fait de la teinture textile. La tige, elle, est aplatie sur une presse à contreplaqué, une presse à plaqué très conventionnelle, pour ensuite être assemblée en contreplaqué, donc avec plusieurs couches, là où le fagot de renouée sèche vient permettre de créer cette structure alvéolaire et de faire du nid d'abeille. Et donc ensuite, le panneau alvéolaire, c'est un matériau composite avec 3 couches de bois d'un côté et de l'autre, et le panneau alvéolaire au milieu. Le bois aussi vient d'une plante exotique envahissante qui s'appelle l'élante, qui est un arbuste qui vient de Chine et qui en fait s'est senti tellement bien ici parce qu'il n'avait pas de prédateurs qu'il a muté en 50 ans d'arbuste à arbre. Et du coup, on a travaillé avec le laboratoire des arts et métiers spécialisés en filière bois de Cluny, qui ont une dérouleuse à plaquage. C'est une des seules en France, malheureusement. Et en fait, vous mettez un tronc d'arbre et vous déroulez un arbre comme si c'était un rouleau de sopalin. Sauf que en fait, c'est du bois. Et à la fin, vous avez du plaquage. Donc, c'est une machine qui est assez fascinante et qui nous a permis en fait de venir récupérer du plaquage et d'avoir une table là qui soit 100% en plante invasive, et ou même la colle qui est utilisée pour assembler le bois et faire le panneau alvéolaire est faite à partir de latex prévulcanisé qu'on a fait formuler par un laboratoire. Donc du latex d'EVA naturel qui est prévulcanisé parce qu'on sait que la vulcanisation va lui donner son caractère liant et faire que ce soit comme une colle à bois classique. Et c'est en fait c'est en pressant à chaud qu'on fait ce matériau. Donc le collage et le pressage du matériau font que le latex devient une colle en une seule et même étape. Donc il y a ensuite eu une version teinte en noir à partir d'un mélange de vinaigre et de charbon qui font ressortir le tanin et l'oxyde qui était présent dans ce bois. Il y a aussi eu un banc qui a été produit, et vous voyez les différentes petits morceaux de textile, c'est les couleurs qu'on arrive à avoir à partir des plantes exotiques envahissantes. En parallèle en fait de ce projet de recherche sur les plantes et de continuer à manipuler du bois et à manipuler un petit peu des nouvelles formes de matériaux, j'ai commencé un travail de formation un petit peu autodidacte autour de la vannerie. Et il s'est avéré que pendant le premier confinement l'année dernière, il y a plusieurs designers qui m'ont contacté. On s'est mis en commun sur Instagram. On est une quinzaine de designers au Japon, en France, en Hollande. Et ils ont créé un compte qui s'appelle le Basket Club, donc qui n'est pas une ligue de basket amateur, qui est un club de gens qui font de la vannerie. Donc, on a monté ce truc qui, au début, c'était juste tous les mois, on s'envoyait un emoji et l'emoji était le thème pour développer un panier avec ce qu'on avait autour de nous. Ça fait 1 an, donc, qu'on a commencé ça, et au début, chacun faisait un peu ça dans sa chambre, là où il était confiné. Et 1 an après, ça a donné lieu à un partenariat avec Dedon, une grosse marque allemande de fibres plastiques recyclées, une exposition à Tokyo avec l'éditeur Karimoku New Standard qui va éditer ce panier, qui est un panier en cèdre du coup, que j'ai produit. Et du coup, d'une espèce de petit lobby au début pendant le confinement, cette pratique artisanale récurrente est devenue en fait quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à de nouveaux éditeurs et de parler de nouveaux savoir-faire. Et là, évidemment, la plupart des paniers que j'ai produits sont faits en plantes invasives ou en matériaux extrêmement locaux. Ça, je vais passer assez vite là-dessus. C'est une série de lampes aussi, à nouveau sur la considération du bambou comme un standard et sur l'éclairage LED et ce qui permet. L'idée, c'était en fait de prendre des sections de bambou toujours au même diamètre, de pas les toucher, de les laisser telles quelles. Donc c'est des lampes à suspendre où en fait le câble est inséré dans une corde type corde d'escalade, et en fait vous pouvez la mettre horizontale ou verticale simplement en tirant. Et l'idée, c'était de travailler avec. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui les ampoules incandescentes sont de moins en moins disponibles et qu'on remplace les formats et les douilles par des LED. Et l'idée, c'était un petit peu de questionner ces nouveaux standards et ce qui permettait en termes de chaleur dégagée déjà,
parce que travailler avec le bois, il faut quand même éviter de dégager trop de chaleur, et de voir aussi ce que ça permettait en termes de connexion, parce que comme c'est du bas voltage, en faisant passer simplement du câblage électrique lors du tressage de la corde, c'est la corde qui touche les connecteurs de LED qui fait la connexion, et du coup c'est ça qui permet la fluidité du mouvement. On n'est plus du tout sur un branchement dur, d'avoir un domino, etc. On est sur le bas voltage des LED permet des choses beaucoup plus fluides, et voilà, c'était une série de luminaires qui utilisait un petit peu cette technicité-là. Et enfin, dernier projet, mais pas des moindres, sur lequel je suis assez fier de revenir, qui est l'exposition Louvre Design, qui était la première exposition de design proposée par le Louvre, que peut-être certains d'entre vous ont vu l'année dernière au Louvre-Lens, où j'ai eu la chance d'être invité par Lille Design en tant que co-commissaire avec Claire Fayol, qui était l'autre commissaire, et scénographe dans ce magnifique pavillon de verre au Louvre-Lens, où l'idée était on avait une carte blanche pour aller fouiller dans les collections antiques du Louvre, trouver des objets d'usage, pas des objets d'art, pas des objets de culte, vraiment des objets d'usage, et de les faire dialoguer avec des objets contemporains pour parler de la permanence de nos usages, parler de la permanence des matériaux, des territoires, du déterminisme des différentes civilisations qui avaient créé ces objets, et de voir ce qui a changé et ce qui finalement aussi n'avait pas changé. Donc l'exposition était constituée de 15 ou 17 dialogues, il me semble, autour de ces objets, et la scénographie, elle, donc voilà le type de dialogue que vous aviez. Vous avez un petit cheval en bois qui est produit depuis 2019 à Prague, et à côté vous avez une pièce, j'arrive même plus à lire la date, mais c'est longtemps avant Jésus-Christ, qui est aussi un jouet à roulettes qui est fait en pierre. Et voilà, on s'est concentré sur différents choix comme ça, en restant dans l'univers domestique, dans la maison, pour parler de design, mais aussi pour montrer qu'en fait, le design, c'est une notion qui a été inventée avec l'industrie, mais qui est présente dans l'artisanat, et dans n'importe qui s'emprunte, se met à fabriquer quelque chose, c'est du design. Je reprendrai Ronan Bouroulec, sur qui je suis présentement assis sur une de ses créations, et qui a inauguré ce cycle de conférences, et qui, je trouve, a le meilleur moyen de résumer ce qu'est le design. Il dit que c'est tout ce qui ne pousse pas dans la nature. Donc à partir du moment où on prend quelque chose et qu'on le transforme, on est déjà dans un acte de design, et je pense que c'était très présent dans notre volonté en tant que commissaire sur l'exposition. Et l'idée de la scénographie, le pavillon de verre, donc il n'y a aucun mur, c'est vraiment que des murs de verre dessinés par Sahana, qui est un endroit extrêmement beau, où en fait il y a cette très grande partie vitrée avec ces huisseries en aluminium hyper minimalistes. Et l'idée, c'était à la fois de faire une scénographie qui s'intègre dans le lieu, qui disparaisse au profit des œuvres, mais aussi et surtout mon gros problème avec la scénographie muséale actuelle, surtout pour les expositions temporaires, c'est qu'on met en place énormément de savoir-faire, et surtout on utilise énormément de matériaux qui sont censés durer très longtemps, qu'on utilise pour 3 mois, et qu'ensuite aujourd'hui malheureusement très peu de musées recyclent, et tout ça part à la benne, et on recommence l'exposition suivante, alors qu'on pourrait aménager des dizaines de maisons ou d'espaces avec tout ça. Donc l'idée, ça a été de créer une scénographie qui soit entièrement démontable, et que chaque entreprise ayant participé à la scénographie venait récupérer ces matériaux en fin d'exposition et les refaisait partir dans leur filière. Donc l'idée, c'était d'utiliser des profils d'aluminium pour à la fois faire un rappel à la structure du pavillon de verre, mais surtout de faire en sorte que l'aluminium soit complètement démontable et puisse repartir dans une filière directement. Ou l'autre option, c'était que le Louvre, comme c'était des formats plutôt de table, que le Louvre garde ces tables et ces éléments de scénographie comme des outils pour leurs ateliers de médiation, de restauration, etc. Et on est plutôt fiers avec Céline que ce soit ce qui se soit passé, et que Marie Lavandier, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, ait choisi en fait de garder cette scénographie pour qu'elle se pérennise au sein du musée, et qu'elle devienne un élément récurrent à la fois pour les expositions, mais à la fois pour d'autres moments dans le musée, dans les coulisses, pour pouvoir être utilisé. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse avec
petite image-là, qui est celle donc de l'ouvrage, qui est pas... Céline a dit monographie, c'est pas une monographie, j'ai trop peu d'années d'expérience pour que ce soit une monographie, c'est un catalogue de quincaillerie, si vous voulez vous le procurer, dans lequel il y a tous les morceaux d'objets et aussi certains des objets que vous avez pu voir aujourd'hui, et qui a été un travail... pour moi assez intéressant, dans le sens où je me suis un peu libéré de ce côté monomaniaque autour des plantes et autour des tubes pour les donner à un graphiste et à un photographe sans être là, et qui eux ont compris et se sont appropriés les choses de manière très personnelle et m'ont restitué cet ouvrage. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir qu'une amie historienne du design qui s'appelle Catherine Gell écrive un rapide texte pour le début. Pour ceux qui ne sont pas de gros lecteurs, je rassure, il y a beaucoup plus d'images que de textes. Et j'en ai fini, je vous remercie pour votre attention. Bien, Amélie vient donc vite. On va évidemment passer ensuite parmi vous pour que vous puissiez directement vous adresser aux maîtres, aux jeunes maîtres. Moi, je suis impressionné par la démarche qui est à la fois une démarche évidemment humble d'artisan, mais qui est toujours liée, très proche, à une forme de recherche. Est-ce que, Samy, est-ce que tu as un statut de chercheur aujourd'hui ? Oui. En tout cas, je suis identifié comme designer-chercheur. Se pose la question il y a différentes entités avec lesquelles on se tourne autour depuis 1 an sur la question d'un doctorat autour de ça, mais c'est pas encore décidé. Mais le fait qu'on vienne me chercher pour me proposer un doctorat, ça veut déjà dire que je suis identifié en tant que chercheur. Après, la recherche pour la recherche, c'est pas une finalité non plus. L'idée, c'est évidemment d'arriver à quelque chose, mais la recherche, elle s'est aussi un peu imposée à moi, dans le sens où je souhaitais pas travailler dans une filière de design classique, parce que je voulais m'intéresser à ces nouveaux matériaux et à ces nouveaux modes de production. Et comme il y a peu de choses, et il y avait peu de choses en tout cas quand j'ai commencé qui m'y donnaient accès, la recherche s'est faite par défaut et ensuite très vite devenue quand même une passion. Alors, moi, j'ai une question quand même. On voit que, en tout cas, on a vu à travers ta présentation qu'il y avait de multiples champs d'application au bambou. On est quelques-uns à être architectes, ou en tout cas à travailler autour de l'acte de construire dans la salle. Est-ce qu'on peut imaginer demain, justement, ce semi-produit de la construction qui pourrait être le bambou, et pour aller plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer une filière bambou en France ou en Europe, et voilà, comment le produire ? Oui, alors ça fait partie du but aussi de cette recherche à l'échelle de l'objet, mais évidemment à l'échelle de l'architecture, elle est extrêmement présente. Il y a, je pense, son plus beau et son plus grand représentant est Simon Vélez, qui est un architecte colombien qui fait des cathédrales, des ponts d'autoroute, enfin absolument tout en bambou, et c'est dément, et du coup on voit les possibilités. Évidemment, la question, c'est la filière et la provenance. Parce qu'on sait qu'en France, on a une filière bois qui est extrêmement bien labellisée et qui est extrêmement en forme. Mais voilà, quand on voit là ce qui s'est passé récemment avec la hausse du prix, que tout le bois a pris 30% en 1 an, et qu'on sait que ça va se rétablir en 2-3 ans, le temps qu'on récolte et qu'on sèche, le bambou lui permet d'accélérer sur le temps sur pied et le temps de disponibilité. La filière est en train de se monter. Les Portugais ont des bambouseraies et font du parquet très très haut de gamme. L'Afrique aussi est pionnière, subsaharienne, est pionnière là-dessus, notamment sur la production d'un bambou insulaire de Madagascar de très bonne qualité pour les cadres de vélo. C'est un artisanat, mais ça peut se développer sur une industrie. Et sur le bâtiment, je pense que la France peut devenir pionnière là-dessus, notamment à partir de cette filière du Sud qui est la bambouseraie,
parce qu'il y a une espèce, il y a l'espèce qui s'appelle de la guadua qui pousse en Colombie et en Martinique, donc c'est pour ça que la France aussi connaît cette espèce et qu'elle est implantée maintenant dans le sud, qui est l'espèce utilisée pour l'architecture dans toute l'Amérique du Sud. Et il y a aussi toutes les espèces qui ont été amenées de Chine, ne serait-ce qu'avant même de parler du bâtiment, peut-être la question des échafaudages. Tous les échafaudages en Asie sont faits en bambou. Si on pouvait aussi équilibrer l'usage de l'acier par rapport à l'usage du bambou pour des échafaudages en France, ce serait déjà un bon début. Et il y a la Géorgie aussi qui commence à faire beaucoup pousser. Je les ai visités leur bambouserie l'année dernière. Donc oui, l'Europe se rend compte qu'elle a un climat propice au bambou, et je pense que d'ici une décennie, les filières seront vraiment implantées. Dans un cadre réglementaire aujourd'hui qui existe. Ouais. Dans un cadre qui était réglementaire d'un point de vue botanique, et vente des plantes vivantes, et qui est en train de se réglementer avec des ISO très très classiques sur l'usage en tant que matériau de construction, objet et architecture. Samy, tu nous as parlé d'Arles, de la Fondation Luma. Effectivement, c'est assez impressionnant, puisqu'on est juste une semaine après la livraison de la fameuse tour de Franck Gehry, qui aura mis longtemps à se terminer, non pas pour des questions de difficulté, mais parce qu'on sait que Maya Hoffman a plusieurs fois intercepté un certain nombre de choses. Est-ce que toi, tu envisages de continuer à travailler avec la Fondation Luma ? Quelle suite tu donnes à ce travail avec finalement cette mécène assez exceptionnelle ? Oui, alors évidemment, je la remercie de me suivre et de me permettre de faire tout le projet sur les plantes exotiques envahissantes depuis 2 ans. Moi, c'était ma première incursion dans le mécénat privé. Jusqu'ici, c'était vraiment du public. C'est différent, avec des avantages et des inconvénients, mais ce qui était très intéressant, et justement par rapport à l'ouverture, c'est qu'au départ, quand même, l'atelier Luma, il a été créé parce qu'elle souhaitait que tout l'intérieur de la tour dessinée par Franck Gehry ne soit fait qu'avec des matériaux locaux. Et puis, elle s'est très vite rendue compte du potentiel qui était en train de se créer au sein de cet atelier, et de la manière dont ça dépassait le cadre de cette tour, et de comment ça se répandait sur le territoire. Et en fait, le deal, c'était que à partir de la création de l'atelier jusqu'à l'ouverture de la tour, on était un centre expérimental. Là, ça a ouvert, on devient une entreprise. Et donc, oui, je continue à collaborer avec eux. Il n'y a pas de 1 ou 2 jours par semaine. Il n'y a pas de date de fin pour le moment. C'est quelque chose en freelance. Donc, je suis plus sous le statut de résident. Je suis sur le statut de collaborateur. Mais parce que aussi, eux maintenant souhaitent pouvoir répondre à des commandes de partenaires, de prestataires. Évidemment, il y a déjà des gens comme Artec, Vitra, etc. qui commencent à venir vouloir piocher dans la matériothèque. Donc l'idée, et c'est là que c'est génial, parce que tu me posais la question de la recherche pour la recherche, et ben là, c'est là où je suis très intéressé, c'est que je vais voir aussi la transition de la recherche à l'application, dépassant mon échelle de petits objets, en tout cas de petites production, et de voir comment tout ça se déploie, et surtout comment est-ce qu'on arrive à ne pas dénaturer cette recherche quand elle va rentrer dans une industrie, et de voir comment est-ce qu'on la maintient de manière locale, ou si elle n'est pas faite à Arles ou en Camargue et que c'est fait dans une autre région, comment est-ce qu'on livre un protocole ou une notice pour qu'elle soit répétée ou répliquée sur un autre territoire. Et peut-être, alors, avant de passer la parole à la salle, tu me disais tout à l'heure que justement tu avais des champs de collaboration qui commençaient à se développer, notamment avec des archis et d'autres professions dans le cadre d'appels à projets autour de la construction de bâtiments. Et donc tes travaux intéressaient aujourd'hui notamment le monde des architectes. Tu peux nous dire un peu, tu peux expliquer et développer un petit peu pour... Oui. C'est assez récent. Je pense que ça a commencé il y a 1 an et demi. Où en fait des agences d'architecture de différentes échelles, il y a des gens qui viennent d'avoir la JAP, donc qui sont plutôt de la jeune création, d'autres qui sont des entreprises plus établies, des agences, et qui en fait veulent faire la transition, eux, en interne, sur la question du développement durable, se rendre compte que le meilleur moyen d'être le moins polluant possible, c'est déjà de prévoir le plus possible en amont, autant le bâti que l'agencement d'intérieur, donc pour éviter les doublons et les choses répétées et les erreurs. Donc du coup, ils me consultent en amont sur certaines choses.
et sur tout l'aménagement intérieur, soit le dessin du mobilier, les matériaux de façade, de muraux intérieurs, du sol, et sur comment établir en fait un projet aussi ancré sur un territoire, comment aller intéresser et connecter un maillage social, culturel et économique à un gros projet d'architecture qui normalement est un truc assez fermé, et de voir comment le chantier peut être un peu plus ouvert, parce que normalement on sait qu'on construit un bâtiment, le chantier est fermé au public, c'est ce qui est écrit sur tous les panneaux, et ben là comment est-ce que, pas tout le public évidemment, mais en tout cas comment créer un petit peu plus de porosité là-dessus, et puis après aussi de manière beaucoup plus classique sur des questions de dessin, de choix de matériaux et de production. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que moi, ça me donne déjà accès à des échelles de projets auxquelles je ne suis pas habitué, et de collaborer aussi avec des gens qui ont un savoir-faire qui n'est pas le mien. Et c'est là où on a de la chance aussi en France sur la réponse possible au marché public, c'est qu'on peut faire des groupements comme ça d'entreprises. Mais du coup, là, il y en a eu, ces derniers mois, il y en a eu 4 en tout. On a répondu à 4 appels, donc j'espère qu'il va y avoir des réponses positives bientôt pour des projets prospectifs et assez expérimentaux qui sont vraiment intéressants. Donc moi, c'est quelque chose que je souhaite de plus en plus faire, en tout cas dans un futur proche, ces collaborations avec les architectes. Parce que ça permet un passage à quand même une autre échelle, et là où aussi les éditeurs sont peut-être, les éditeurs de design j'entends, sont peut-être encore un petit peu frileux à aller sur des matériaux expérimentaux, parce que l'industrie de lancer une filière métal, c'est facile, en 1 an de développement on peut faire ça entre le dessin et l'objet. Avec des matériaux naturels ou expérimentaux, c'est plus compliqué. L'architecture a ce gros avantage d'être quand même le mix parfait de l'artisanat et de l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a plein d'artisans sur place qui font les choses à la main, et il y a plein d'industries qui livrent d'autres choses. Et en fait, c'est ce mélange des deux qui permet aussi, s'il y a besoin de 200 chaises pour un bâtiment, 200 chaises, c'est déjà une belle édition. Et si au lieu de faire du contractuel, on les fait fabriquer sur mesure par une entreprise locale, c'est un autre mode. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler. Super, je vais laisser, ils sont tous impatients de poser des questions. Donc je vais passer, j'ai remis mon masque pour ça. Donc qu'est-ce qui pose la première question, parce que c'est toujours la plus difficile. Est-ce que, Geoffrey, tu as envie, en tant que président du WAO, toi qui es toujours archi ouvert finalement? Ça tombe bien, j'avais une question. Ouais, je sens bien dans ta démarche quelque chose qui a trait, tu l'as dit en préambule d'ailleurs, la notion de manufacture. Je sens que c'est un terme derrière lequel tu mets énormément de choses. Et effectivement, moi, en tant qu'architecte, je sens bien que notre profession évolue fortement vers cette intention-là, c'est-à-dire se rendre compte que précisément les bâtiments sont issus pour 95% de produits manufacturés qui n'ont jamais connu la main de l'homme. Ils sont juste assemblés en dernière minute sur un chantier qui n'est pas du tout connecté à son territoire. Donc cette question de manufacture, on sent bien que dans l'acte de construire, c'est quelque chose qu'on recherche. Ma question, c'est ça, c'est est-ce que tu peux en dire plus sur cette échelle de la production? On sent bien que tu essayes de faire la synthèse entre l'industrie oui. Ce qui est pas évident, parce qu'à nouveau, réconcilier l'industrie et l'artisanat, sur l'idée philosophique, il n'y a aucun problème. C'est la quantité qui pose aujourd'hui problème, ce qui est capable de produire l'artisan et ce qui est capable de produire l'usine. Si tu veux, pour moi, la notion de manufacture, elle devient intéressante sur cette question d'échelle et sur cette question de territoire, dans le sens où aujourd'hui, l'industrie idéale, entre guillemets, que je projette, c'est plus une grosse usine à un endroit fermé qui produit un truc et qui l'expédie aux 4 coins du monde. C'est plusieurs points connectés sur un même territoire qui, en mettant leurs infrastructures en commun, permettent des choses. Si tu veux, il y a eu un projet très récemment qui n'a pas encore abouti, où on travaillait avec des vignerons, et on s'est rendu compte que les cuves pour les vendanges, qui sont des trucs en inox absolument déments, d'une technicité folle, 15 jours par an, c'est utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut en faire autre chose le reste de l'année? Et du coup, il y a cette question sur nos terres. On dit qu'on est des instrus. Je vais pas y arriver. Qu'on n'a plus d'industrie. C'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire qu'on a plein d'industries qui sont sous-exploitées et qui sont dormantes. Et du coup,
C'est expérimental à nouveau. Si je ne sais pas qui pourrait aller voir un vigneron pour lui dire est-ce que je peux faire de la teinture textile dans tes cuves pendant 300 jours et toi tu fais du vin pendant 15 jours. On va voir, c'est un exemple comme un autre. Ou de la même manière, récemment j'ai connecté quelqu'un qui voulait faire du lamellé collé, donc du bois sous vide, un jeune artisan, et je me suis rendu compte que pas loin de chez lui il y avait un boucher qui avait une machine sous vide absolument incroyable pour ses jambons. Et ben on a cintré du bois avec la machine sous vide pour faire les jambons. Mais c'est des exemples, c'est anecdotique. Mais en fait, je pense que déjà re-regarder ce qu'on a sous la main et sous les yeux, et puis l'envisager plus sous ce mode de connexion là. Après, je pense qu'il ne faut pas du tout s'extraire, surtout pour l'architecture et pour le produit aussi, parce que finalement un objet technique complexe, une machine à laver ou un ordinateur ou une lampe, c'est aussi des briques manufacturées qui sont assemblées à un endroit et ensuite distribuées. Je pense qu'il faut juste arriver à revoir. Je pense qu'on ne peut pas dire il faut qu'on arrête de faire venir les choses de Chine. Les LED sont fabriquées en Chine et elles sont toujours mieux fabriquées. On ne va pas monter une filière de production de LED ici, c'est pas possible. Mais par contre, si c'est que la LED qui vient de Chine et que c'est l'Italie qui extrude le profilé d'aluminium et que c'est la France qui fait le cadre en bois, ben là, a priori, je pense qu'il y a une logique un petit peu plus soutenable. Ensuite, deuxième question. Qui a une question spontanément? Ah, voilà, très bien, j'arrive. Il faut se présenter. Bonjour, Lucien BL, designer. Je voulais savoir si dans le cadre de vos recherches autour du bambou, vous avez exploité plutôt la partie défaut, enfin ce qu'on appelle défaut du bambou, parce que vous tournez le bambou, vous l'usinez pour avoir quelque chose de rond et fabriquer des assemblages ou ce genre de choses. Mais est-ce que vous avez essayé d'exploiter justement les défauts ou les aspérités du bambou? Alors, ça a été le cas sur toute la série de bancs qui sont eux pas du tout transformés, c'est-à-dire qu'il est laissé vraiment à l'état naturel. Et sur la dernière série de lampes avec juste les sphères blanches en opale et les LED, là aussi le bambou est laissé absolument naturel et c'est plutôt les composants électroniques avec ce système d'assemblage en caoutchouc que je mets au point qui viennent s'adapter aux petites déformations ou du moins au côté aléatoire du bambou. Et après, pour un côté plus lié à la texture ou à ce que ça peut provoquer, c'était aussi dans le travail de soufflage de verre, de faire en sorte que s'il y a un nœud ou une déformation, et ben ça vienne imprimer ce côté unique du matériau sur l'objet. Question suivante. Ah, ça y est, ça commence à... Attendez, j'arrive, je vole. Il faut se présenter. Pierre Salot, enseignant en design. Pour revenir à la question du tube, à vous écouter, vous analysez beaucoup les techniques, en fait. Est-ce que ça a surgi d'un seul coup, le fait que le bambou, c'est un tube, ou est-ce que c'est un processus un peu plus long ? C'est intéressant comme question. Non, je pense que ça a surgi assez vite dans le sens où c'est une évidence et où surtout les informations qui viennent quand on commence à étudier le matériau, c'est que cette forme tubulaire est celle qui a les meilleures propriétés techniques et mécaniques. Du coup, la question qui est arrivée, c'est pourquoi le décomposer pour faire un lamellé collé et une planche carrée alors qu'on a ce tube-là et qu'on voit qu'on fait des échafaudages de 400 mètres avec. Non, la qualité, la précision et la force du tube, elle a jailli assez vite. Ce qui a mis du temps à venir, c'est l'obsession encore incomprise que ça a provoqué chez moi. Ah, voilà, c'est la bonne réponse. S'il y a une autre question psychanalytique. Y a-t-il un médecin dans la salle? Question suivante. Ah, voilà. Bonjour, Gabriel Maury. Moi, je suis dans le bâtiment, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez pensé à une façon d'utiliser la propriété mécanique de la flexibilité assez remarquable du bambou dans l'utilisation de l'objet, un peu comme on utiliserait un ressort dans une
composition mécanique. Oui, c'est en cours. Je ne l'ai pas montré parce que j'ai pas le droit. C'est en cours sur un amortisseur de vélo, sur la fourche à l'avant. Bon, il y a eu plein d'autres choses. La pince à cornichon, c'est vraiment ou pour le grille-pain, parce qu'en plus, comme ça brûle pas, ça marche bien. Mais non, en fait, c'est justement pour rebondir sur la question du bâtiment, on a fait des ressorts avec un ami qui fabrique des vélos, et qui est designer aussi, et on s'est posé la question de est-ce que vraiment, si on envoie sur une fourche, est-ce qu'on va pas se démolir le nez par terre au premier dodane? Et en fait, c'est en lisant des études sur la manière dont, au Japon en particulier, ils arment le béton avec des lamelles de bambou plutôt qu'avec de l'acier, parce que souplesse et pour le sismique et parce que rigidité. Et du coup, voilà, pour le moment, on a un prototype, on a fait plusieurs dodanes et on a encore toutes nos dents. Donc, a priori, il y a un bon usage à faire. C'est bien durable. Autre question? Là-bas, tiens, voilà, tac. Diane Barbier, je suis designer. C'est pour rebondir sur la question sur industrie, artisanat. Je me posais la question par rapport à vos recherches à l'atelier Luma. Parce que là, vous êtes dans une démarche un peu artisanale, mais s'il y a des demandes de l'industrie et que justement le nombre grandit, est-ce qu'il peut pas y avoir un peu un effet rebond de ces plantes qu'on cherche aujourd'hui à utiliser, et enfin qu'on viendra en planter plus, disons, pour pouvoir servir l'industrie? Si, c'est une des premières questions qu'on s'est posées avant de faire le projet, parce qu'on avait un exemple sur le territoire de l'écrevisse de Louisiane, qui est une espèce exotique envahissante, qui est une écrevisse qui tue l'écrevisse blanche de souche méditerranéenne, et qui est pas très bonne à manger. Il y a un chef qui a réussi, avec beaucoup d'épices, à faire quelque chose de consommable. Les pêcheurs locaux se sont mis à pêcher l'écrevisse de Louisiane. Ils ont réussi à éradiquer la population. Le chef a arrêté son menu et il est passé à autre chose. Sauf que les pêcheurs, c'était devenu une source de revenus. Du coup, ils se sont mis à la réimplanter. Et c'est devenu encore plus catastrophique que ce que c'était au début. On avait cet exemple-là. Et si, en fait, on est suivi évidemment par l'Europe via le programme LIFE là-dessus, par les parcs nationaux et régionaux avec lesquels on travaille. Et quand on explique le projet, on dit systématiquement que on ne sait pas quelle quantité exactement on va avoir, c'est difficile à modéliser, mais que c'est en série limitée déjà, parce que le but c'est d'éradiquer ces plantes. Mais après se pose aussi la question, avec des laboratoires de recherche en agronomie comme le CIRAD à Montpellier, d'une agriculture expérimentale ultra conditionnée, ultra sécurisée, notamment sur la renouée du Japon par exemple, parce qu'elle dépollue les sols. On s'en est rendu compte, il y a une propriété de phytorémédiation là-dedans. Et par exemple, si on a une friche industrielle polluée, on vient implanter de la renouée du Japon pendant 5-6 ans, on sait que les métaux lourds vont se stocker dans les feuilles, on prend les feuilles, on les brûle, on récupère les métaux lourds, ou alors on fait des émaux pour de la céramique avec les cendres et on a des couleurs. Et les tiges, qui elles n'absorbent pas les métaux lourds, on les prend et on fait le panneau alvéolaire par exemple. On a un espace défini qui est la friche industrielle, on a un moyen de la cloisonner qui est encore à établir, et on sait que tout en dépolluant un sol, on crée la possibilité d'un matériau sur tant de quantités par an pendant tant d'années, fait de manière ultra localisée. C'est un exemple, il y en a plein d'autres à penser et à créer, et aussi un des autres moyens d'éviter la dérive, soit de la réimplanter, soit de la faire circuler, c'est j'aime vraiment pas le mot label, mais c'est le seul qui me vient maintenant, c'est de créer un protocole et un label qui fassent ensemble que, pour le moment, c'est à Arles, c'est l'atelier Luma, c'est en Camargue et dans les Cévennes, mais on a été contacté par l'association de sauvegarde du lac Léman en Suisse, pour la renouée du Japon, pour faire quelque chose. Et on ne va pas faire de montre, a priori. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va produire avec, parce qu'il y a Audemars Piguet qui s'est lié au projet, et c'est très bien pour du mécénat. Mais l'idée, c'est que nous, on parte là-bas,
on analyse le maillage territorial et qu'on propose un projet sur mesure. Et que si, je ne sais pas, les Landes ou l'Angleterre ou n'importe qui nous appelle pour dire « nous, on a de la renouée du Japon », on ne refera peut-être pas du panneau alvéolaire comme nous, on a fait. On leur proposera peut-être quelque chose de complètement différent en lien avec leur territoire et systématiquement en lien avec les gestionnaires du territoire qui permettent le contrôle et d'éviter la prolifération. Mais c'est une question hyper intéressante parce que c'est un projet à risque. Et la limitation du risque, j'ai beau avoir des idées, je pense que ça dépasse le cadre de compétences du designer et c'est justement l'écosystème de d'autres savoir-faire et d'autres personnes autour du projet qui permettra de donner une réponse. Hyper positif, hein, franchement. Encore une question peut-être. Profitez du maître. Avant de rentrer voir si vous avez de la renouée du Japon dans votre jardin ou sur votre balcon. Parce qu'entre-temps, elle s'est glissée de manière invasive. Si dans le sud de l'Angleterre, si vous avez de la renouée du Japon dans votre jardin, vous avez interdiction de vendre votre maison. Ouais, c'est ça. Dire à quel point c'est devenu catastrophique. Ça, non, mais il faut leur apprendre aux Anglais, quoi. Pas déconner. Est-ce que juste un petit mot, mais ça fait la transition avec ce qu'on a monté vendredi dernier au Comité Grand Lille. Qu'est-ce que tu penses du nouveau Bauhaus européen? C'est une vraie colle. Alors ça tombe bien parce qu'on a un expert du Bauhaus, le vieux, qui est au premier rang là. Non, t'as entendu parler? Alors, voilà, j'en ai entendu parler. Bon, bah c'est bon. Non, mais alors, c'est pas du tout que c'est aucune critique, aucun cynisme, quoi que ce soit, c'est que c'est littéralement tout ce que j'ai eu. J'ai vu aucune image, j'en ai entendu parler, et je sais pas du tout où ça en est. Alors, ça tombe bien parce que Lille Design est labellisé, en fait, nouveau Bauhaus européen, donc Céline donne des cours gratos là-dessus. Mais en 2 mots, c'est une démarche qu'a proposée la présidente de la commission pour finalement, de manière très participative, rapprocher en fait toute la logique de pacte vert qui vise à ce que l'Europe soit neutre carbone en 2050, premier continent neutre carbone, pour que cette démarche-là soit accompagnée d'expérimentations, de bonnes pratiques, mais au plus près des citoyens. Parce que c'était tout le problème de l'Europe avec la distance. Et donc, en utilisant le centenaire du Bauhaus, qui mélangeait, en fait, qui hybridait tout ce qui était issu du design, de la construction. Du coup, je comprends l'idée d'hybridation qui est absolument brillante du Bauhaus, mais je ne suis pas sûr, peut-être qu'il y a un effet com là-dessus, mais je ne pense pas, il y a beaucoup d'argent. Par rapport à ce qu'il y a à faire sur la transition actuelle, j'ai mis un léger doute sur la retranscription par rapport au Bauhaus, parce que je ne suis pas sûr que le postmodernisme soit le meilleur moyen d'aller vers l'écologie. Oui, d'ailleurs, c'était le terme de Bauhaus, c'était juste pour le clin d'œil au fait que ça a été un mouvement qui a fait rayonner l'Europe dans le monde entier. Attention au clin d'œil. Bien sûr, ça fait mal à l'œil. Une dernière question? Je pense qu'on va devoir arrêter là. Non, il n'y en a plus. Les récipiendaires sont enthousiasmés. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour votre accueil. Merci.